Justement, en rapport avec cet ultimatum, une opération armée RDC-ONU pourrait prochainement avoir lieu. Le gouvernement de la République démocratique du Congo estime que pour l'heure, l'option militaire devient inévitable. Suivez le ministre de la Justice, Alexis Tambwe-Mwamba, qui a lu le communiqué du gouvernement sur les antennes de la RTNC. N'a pas produit les résultats escomptés au terme de l'échéance du 2 janvier 2015 qui leur avait été fixée. En conséquence, soucieux de sauvegarder la sécurité des populations et de leurs biens, et respectueux des engagements pris, notamment celui d'éradiquer toutes les forces négatives et tous les groupes armés sur son territoire, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'à dater de ces jours, 2 janvier 2015, face aux combattants FDLR, n'ayant pas encore volontairement déposé les armes, l'option militaire est devenue inévitable et que toutes les dispositions opérationnelles requises ont été et seront prises à cet effet. Ce communiqué a été signé ce 2 janvier 2015 pour le Premier ministre, chef du gouvernement qui est en mission, par le vice-premier ministre Willy Makiashi, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui assure l'intérim du Premier ministre. Séjour le premier rendez-vous. Le ministre de la Défense nationale, Ngoï Moukena, a plaidé pour l'unité de l'armée nationale congolaise et du peuple katangais. Il a précisé en outre que lui n'est pas un ministre séparatiste mais issu du gouvernement de cohésion nationale. Des précisions avec notre correspondant à Lubumbashi, Roger Ngandou Amitaba. Étant ministre de la Défense nationale issu de la cohésion nationale, Ngoï Moukena dit n'avoir pas droit à l'erreur pour ainsi créer une division au sein de la population katangaise. Il l'a ainsi déclaré en séjour à Lubumbashi devant les cadres militaires de garnison de Lubumbashi. Par la même occasion, le patron de la Défense nationale a émis le vœu de collaborer avec tous les membres du gouvernement selon les domaines ou secteurs d'intervention de tout un chacun. Je ne suis pas un ministre de la défense socialiste ou fédéraliste ou sécessionniste. Je suis le ministre de la cohésion nationale. C'est-à-dire qu'en même temps que je parle, que j'inspecte mes troupes, s'il y a une matière qui concerne le ministre de l'Intérieur, dans le sens de la cohésion, je ne lui en fais pas. Donc je fais aussi pas aux autres ministres. Aux militaires, Ngoï Moukena leur a demandé de se mettre au travail afin de consolider la cohésion nationale dont il est question en se faisant aimer et respecter. Je suis venu aussi dire aux militaires, les débuts de solutions, c'est maintenant. Début des solutions qui concernent mes 3 missions, c'est-à-dire la défense nationale. Et je voudrais contribuer, mettre ma part sous la direction du commandant suprême pour que le soldat soit aimé. Depuis Lubumbashi, Roger Ngandou Amitaba, RTGA. Sachez que la violation des droits humains dans les lieux de détention de la ville de Tshikapa et environ dans le Kiass occidental préoccupe le centre de vulgarisation pour la promotion intégrée. Un rapport trimestriel de monitoring vient d'être présenté. Les détails avec notre correspondant Laurent Lukengo. Dans un rapport trimestriel de monitoring des violations de droits humains présenté aux autorités politico-administratives, judiciaires, policières et militaires, l'ONGD, Centre de vulgarisation et d'animation pour la promotion intégrée, CEVAPI ainsi, note que la ville et le territoire de Tshikapa offrent le théâtre morose d'une administration de la justice. Selon ce même rapport, dans les 42 cachots existants, l'ONGD a constaté plusieurs cas de violations de droits humains dont les auteurs sont des autorités judiciaires et le service de sécurité. C'est notamment des arrestations arbitraires,
de détention illégale des enfants et des femmes, les traitements inhumains, de tortures, de menaces, de paiement de frais illicites et extorsion de biens des détenus. Ces derniers, ignorant de leurs droits, se replient au silence. Le respect des droits humains est précaire à Tshikapaville comme territoire, déclare Maître Corneille Mbombo, coordonnateur de cette structure de la société civile. Les lieux de détention sont de véritables mouroirs où il est difficile d'entrer en contact avec les détenus. Le CEVAPI formule ses recommandations à la population de Tshikapaville comme territoire et aux autorités à tous les niveaux. Nous avons demandé qu'il organise des séminaires de formation sur les questions liées aux droits des personnes privées de liberté, d'améliorer les minimums des conditions de vie dans les lieux carcéraux de la ville, d'ordonner aux agents de garde et chefs de poste de la prison et cachots pour que les visites des personnes arrêtées soient gratuites, d'instruire régulièrement les autorités judiciaires et pénitentiaires de leur juridiction à respecter les droits des personnes arrêtées et de sanctionner les contrevenants des violations des droits humains des personnes privées de liberté, suivre régulièrement les OPJ et agents à leur charge au strict respect des droits des personnes privées de liberté, de se conformer aux prescrits des lois sur les droits de la personne privée de liberté mise à leur disposition. Et enfin, à la population, nous avons demandé à ce qu'elle dénonce et revendique ses droits violés. Depuis Tshikapa, Laurent Lukengu, RTGA. Les médecins, les infirmiers et autres personnels de l'hôpital de Panzi à Bukavu ont organisé un sit-in le vendredi devant la Direction générale des impôts Sud Kivu. Ils dénoncent la saisie des comptes de l'hôpital. Pour sa part, le fondateur de cet hôpital, Denis Mukwege, dénonce ce qu'il qualifie d'harcèlement fiscal et d'injustice à son égard. Pour le gouvernement congolais, il s'agit d'un cas de fraude fiscale. Le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, a indiqué que c'est depuis 2012 que l'hôpital de Panzi ne paye plus l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR. En dehors de nos frontières, 450 migrants à bord du cargo fantôme abandonné par l'équipage sont arrivés à bon port en Italie. C'est la fin d'un voyage qui aurait pu très mal tourner pour ces sans-papiers secourus par les gardes-côtes. C'est la troisième fois en 15 jours que les autorités italiennes doivent se porter au secours des cargos transportant des clandestins et abandonnés par leur équipage. Images et commentaires. L'image est impressionnante. Des centaines de Syriens massés sur le pont et dans les cales de ce navire a résonné le 22 décembre. Le premier de la série de 3 cargos interceptés par la marine italienne en l'espace de 10 jours avec à bord souvent de nombreux enfants. D'où viennent ces cargos? Nous avons retracé le voyage de ces 3 bateaux, remonté la piste. Leur trajectoire provient immanquablement de la même zone. Un triangle qui se dessine entre Chypre, la Turquie et les côtes syriennes. C'est là que les passeurs font embarquer les clandestins, des Irakiens et surtout des Syriens fuyant la guerre. Le voyage se fait dans des conditions épouvantables, comme le montrent ces photos. Ce trafic est-il lucratif? Oui, et même on peut le dire, très lucratif. Un cargo de cette taille mis à l'eau dans les années 60 se négocie à partir de 200 000 € pièce. Mais un passeur transportant 500 clandestins au prix de 5 000 € par personne, empoche 2,5 millions d'euros. Une excellente affaire, 12 fois la mise de départ. Pour les chefs de réseau et l'équipage qui se sont, dit-on, volatilisés ou cachés parmi les clandestins. Est-ce un phénomène nouveau? Non. Au début des années 2000, des cargos chargés de réfugiés kurdes se présentaient face aux côtes européennes. Celui-ci s'était même échoué sur les rochers français en 2001, près de Saint-Raphaël dans le Var, avec 900 personnes à son bord, dont 300 enfants. Là aussi, l'équipage avait mystérieusement disparu. Mais le rythme des arrivées atteint désormais un pic historique. En 2014, la marine italienne à elle seule a intercepté ou secouru plus de 400 migrants par jour. Merci de nous avoir suivis et bon tout au programme sur la RTGA World. Au revoir.